Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons, sans le savoir pour l'instant encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors bon, on peut tous imaginer ce que peut être le paradis, la paix universelle, la fraternité, la liberté, le 100% écologique, l'homme qui n'a plus aucun impact sur la planète, ni sur lui, sur les autres espèces, un homme qui n'est plus un loup pour l'homme, qui est entièrement réconcilié avec lui-même et avec les autres. Donc un monde en paix. Et c'est ce que nous construisons, pardon. Alors, je vais reprendre ma petite réflexion sur le libertarisme. À partir d'une émission de France Culture, Entendez-vous l'écho, qui consacrait cela aux libertariens. La Silicon Valley, c'était l'épisode 3, la Silicon Valley, la tentation libertarienne. Alors je lance le podcast et puis éventuellement je commente, je fais des digressions à partir de là. Allons-y. Chez les patrons de la tech. Quels sont les liens, Nikos Smirneos, entre d'un côté les idées libertariennes et de l'autre l'idéologie de la Silicon Valley? Nikos Smirneos, est-ce que vous m'entendez? Alors la connexion avec Nikos Smirneos semble avoir été rompue. Cyril Edouin, peut-être sur la définition de cette idéologie californienne, le mélange de cet esprit libertaire des hippies et ce zèle de ces jeunes cadres, tout cela crée cette idéologie qu'on a appelée celle de la Silicon Valley. Et effectivement, elle semble être directement liée aux idées libertariennes. Comment est-ce que on peut retracer cette généalogie? Déjà, on parle de plus en plus de techno-libertarisme. Donc, c'est un terme qui est apparu vraiment récemment et qui saisit bien, je pense, cette fusion entre, d'un côté, les idées libertariennes qui sont vieilles d'à peu près un siècle maintenant, et les potentiels. Techno-libertarisme, et on parle aussi maintenant de techno-masculinisme, je ne sais plus comment ils appellent, mais bon, cette sorte de révolte du masculin assez pitoyable d'une certaine manière. Mais bon, les logiques qui correspondent à chaque fois à une réaction quand le monde va trop vite, quand l'évolution va trop vite, eh bien il y a toujours une sorte de contre-coup, il y a toujours un mouvement réactionnaire qui s'impose. Et là, par exemple, on voit bien que l'humanité est destinée à aller vers cette unification. Tout le démontre en réalité. Justement, les gars de la tech, de la Silicon Valley, ils ont créé des outils qui montrent que nous universalisons et que nous ne pouvons pas faire autrement. Avec les réseaux sociaux, on est en contact avec quelqu'un qui est en Chine, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Océanie, dans la seconde. C'est inouï, on peut se voir, se rencontrer. Tout le monde est plus ou moins maintenant câblé au réseau, à la toile. Donc on voit bien qu'on est à ce niveau-là. Et si on avait voulu un peu creuser un peu plus profond, on voit qu'on a aussi construit il y a déjà plus de 70 ans, je ne sais plus combien, toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'Organisation mondiale du commerce, du tourisme, du travail, de la santé, etc. Donc, toutes les structures pour fonctionner universellement sont là. Sauf qu'elles sont dans leur balbutiement. Elles n'ont pas encore été véritablement bien développées. C'est pour ça qu'elles posent un problème. L'ONU, on voit bien que s'il était libre, il serait le vrai père des nations qu'il doit être. Un père généreux, un père
bienveillant avec toutes ces nations, avec tous ses enfants. Et on voit bien qu'il laisse son fils aîné, les États-Unis, faire la pluie et le beau temps. C'est lui qui a pris, qui est plus ou moins le patron et qui dit à son père, en somme, à l'ONU, de laisse-moi faire, je fais ce que je veux. Et donc il privilégie tel frère sur tel autre, etc. Il est injuste. Aucun État ne peut être juste. Il n'y a que l'ONU qui peut être juste. Voilà, ça peut pas être un État. Un État va privilégier ses copains, ce qu'il préfère, etc. Va privilégier dans la fratrie ceux qui préfèrent au détriment des autres. Et ça, c'est pas tolérable. C'est pour ça le père, normalement, il est juste avec chacun de ses enfants. Et on voit bien que c'est pas ce qui se passe dans les guerres qui sont en ce moment actives dans le monde. Donc, on doit arriver à cet état-là. Bon, je me souviens plus. Potentialité offerte par de nouvelles technologies, comme par Internet il y a maintenant une trentaine d'années, mais maintenant surtout l'intelligence artificielle, par exemple. Donc cette rencontre, elle est assez, j'ai envie de dire, naturelle d'une part, parce que encore une fois, on a effectivement des entrepreneurs qui, par nature, finalement, sont plus proches effectivement des idées libérales au sens large, et en particulier peut-être libertariennes, mais surtout, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment la technologie est perçue par ces grands patrons, mais aussi par des libertariens universitaires, par exemple. La technologie est perçue comme une nouvelle opportunité, finalement, pour mettre en application les idées libertariennes qui, autrement, pendant l'essentiel de l'histoire du mouvement, ont toujours été des théories qui n'ont jamais vraiment eu de concrétisation pratique. Et de ce point de vue-là, les technologies qui sont notamment, qui ont été développées dans la Silicon Valley vont donner en fait des possibilités qui n'existaient pas il y a encore 20 ans, par exemple. Et on le voit bien, donc on va peut-être reparler d'exemples, mais on peut penser à la création de PayPal dans les années 90, ou évidemment plus récemment maintenant les crypto-monnaies. C'est vraiment l'exemple typique de la technologie au service d'une idéologie, en fait, très clairement. Et on peut dire que c'est une idéologie positive. Si on est d'accord avec l'universalisation de la planète, tout le travail des techs, tout le travail de la Silicon Valley, une grande partie, œuvre dans ce sens. La seule chose, c'est que pour l'instant, ils appartiennent à un État, et donc ils sont forcément injustes. Forcément, leur vision universaliste est perturbée par le fait que leur État est en compétition féroce contre le reste du monde, on pourrait dire carrément. Mais on voit bien que depuis Trump, et puis même avant, c'est le nouvel ennemi, c'est les Chinois, c'est les BRICS, et puis leur impact sur l'Afrique, etc. Ils sont pas en fraternité. On peut dire qu'ils sont toujours dans une mentalité de pillage. Avec l'Europe, c'est des complices qui peuvent se retourner les uns contre les autres sans aucun problème. Donc il manque quelque chose dans les États-Unis tels qu'ils se présentent comme les maîtres du monde. Ça peut pas marcher dans ce sens-là, avec ce type de mentalité. Le America First, ça peut pas fonctionner si c'est les gendarmes du monde, ils peuvent pas dire America First. S'ils veulent être universels, ils peuvent pas dire America First. C'est Humanité First. C'est autre chose. Et donc, tant que les techs, tant que toutes ces industries de la Silicon Valley n'appartiendront pas au collectif humain,
ça sera un problème. Mais ce problème est compensé parce que les Chinois, ils arrivent, les autres pays, les Indiens, etc., qui développent des technologies, on l'a vu avec le chat GPT chinois gratuit qui est venu et qui a complètement perturbé le système. Et le gratuit peut faire tomber du jour au lendemain c'est l'arme absolue en réalité. C'est incroyable, j'ai pris conscience de ça justement face à cet événement qui est arrivé. En réalité, les Chinois, s'ils veulent faire tomber l'hégémonie américaine, ils ont qu'à faire la même chose en gratuit. Et c'est fini, c'est terminé. Le capitalisme, il est ultra vulnérable et son ennemi principal, c'est le gratuit. C'est le gratuit et le boycott populaire. Voilà, ces deux choses sont ce qui peut vraiment venir à bout du capitalisme redoutable tel qu'il est proposé. Parce qu'il est redoutable, il est sans foi ni loi, ce capitalisme. Et on doit sortir de ce modèle-là. Voilà, on doit passer sur éventuellement un capitalisme, on pourrait dire un libertarisme marxiste. Oui, et d'ailleurs je pense que c'est ce qui prendra le pouvoir derrière. Ou donc quelque chose de bienveillant, symbiotique. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, je parle de symbiose. Et donc pour moi, on va vers la symbiose. Après le capitalisme, après le libéralisme, on va vers le symbiotisme, c'est-à-dire la capacité de produire quelque chose de favorable à autrui et qu'autrui fabrique quelque chose de favorable pour soi. Donc que ça soit un échange vraiment symbiotique, pas un échange prédateur, pas un échange déséquilibré, un échange parfaitement équilibré et avec le ferment de la bienveillance, que ça soit la bienveillance qui gère ça. Voilà, allons-y. Venir évidemment aux crypto-monnaies, mais alors vous avez parlé de Peter Thiel qu'on a entendu. Les crypto-monnaies, le PayPal, etc., on sort du système des banques, c'est quelque chose d'universel. C'est vraiment l'universel, quoi. Et c'est plus le dollar, c'est plus. Il y a quelque chose qui ne peut pas être sous l'hégémonie d'une seule nation. Voilà. On doit passer à quelque chose d'universel, mais franc et clair et net. Au-delà du cofondateur de PayPal, quelles sont les grandes figures de la Silicon Valley qui sont plus ou moins proches, ou en tout cas plus ou moins ouvertement du mouvement libertarien, Cyril Edoin ? Aujourd'hui, il y a deux autres noms qui me viennent vraiment directement à l'esprit. Alors il y en a un, c'est peut-être controversé parce que lui-même n'est pas toujours très clair, mais Elon Musk indiscutablement est proche des idées libertariennes, ne serait-ce au moins dans sa conception de la liberté d'expression qu'il met en œuvre sur Twitter, enfin sur X maintenant, qui très clairement est. Oui, alors ça pourrait fonctionner. Sauf que l'algorithme n'est pas favorable à quelque chose d'universel. L'algorithme va privilégier ceux qui ont les moyens, va privilégier ceux qui sont le plus populaires plutôt que les idées généreuses, etc., etc. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce modèle. Et d'ailleurs, voilà, il a la capacité, par exemple, Elon Musk, que l'ensemble des abonnés, des millions, je ne sais plus combien, on est sur X, à avoir tous les jours droit à ses tweets, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc ça peut pas. Il y a quelque chose d'extrêmement injuste, quoi, derrière. Et ça peut pas fonctionner. Oui, c'est une liberté, mais une liberté des dominants. Et ça, c'est ce qui a toujours été le cas. Ça a toujours, depuis l'origine de l'humanité, c'est toujours les dominants qui ont la liberté et les autres qui ont des petites bribes de liberté.
hérité de la philosophie libertarienne, donc une liberté d'expression sans limite, ou quasiment sans limite. Donc ça très clairement, Musk, on peut le ranger dans cette catégorie-là, et peut-être un peu moins connu, mais important aussi, c'est Marc Andreessen, qui est le fondateur de Netscape, donc l'un des tout premiers navigateurs Internet dans les années 90, et il se trouve que justement l'émission tombe à point nommé parce que Marc Andreessen a publié il y a moins d'un mois un manifeste, le manifeste techno-optimiste, sur son site internet, où il défend de manière explicite vraiment un projet de société qui fusionne le libertarisme avec la technologie et notamment l'intelligence artificielle, et le manifeste quand on le regarde d'ailleurs est assez intéressant parce que alors c'est un manifeste, donc ça veut dire aussi que c'est très caricatural d'une certaine manière, et je pense que c'est assumé comme tel, mais on a vraiment le petit manuel du libertarien, c'est-à-dire tous les auteurs libertariens majeurs, libéraux classiques majeurs comme Hayek, Mises, Rand et d'autres sont cités, et clairement l'idée, c'est de dire que cette idéologie libertarienne, elle est en harmonie avec les promesses de la technologie et de l'intelligence artificielle en particulier. Et c'est un manifeste qui a suscité des débats au sein de la Silicon Valley, Cyril Edouin. Alors effectivement, on a eu des réactions. Il y a eu de nombreuses réactions, notamment au niveau de la presse américaine. Alors il y a eu très peu d'écho en France, mais aux États-Unis, ça a généré, je pense, un vrai débat. Et notamment, par exemple, le créateur d'une crypto-monnaie, pas le Bitcoin, mais une autre crypto-monnaie, l'Ethereum, a réagi sur son site personnel, et c'était assez intéressant parce que le manifeste d'Andreessen est vraiment très optimiste. C'est-à-dire que si on le lit, il faut absolument mettre aucun frein à la technologie. Donc on est très loin de l'idée de faire une pause dans le développement de l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Bien au contraire, la technologie va créer des emplois et va nous permettre de passer à une étape supérieure de la civilisation. Il parle même carrément d'aller coloniser l'espace. Donc bon, voilà. Donc ne mettre aucun frein à la technologie, évidemment, dans l'ensemble, ça paraît vivable, il n'y a pas de problème, sauf que, eh bien, il y a l'éthique humaine, et jusqu'à présent, les freins qu'on a toujours mis à la technologie, ils ont permis de modérer un peu la créativité. Ça me fait penser qu'il y avait un livre dans les années 70 qui s'appelait « L'homme remodelé » de Vance Packard, et qui imaginait tout un tas de choses. Et certainement maintenant, il y a très longtemps que j'avais lu ça, des choses qui ont été réalisées depuis, mettre des puces sous le corps de quelqu'un ou d'un chien, bon voilà, des choses comme ça, c'est ce qui me vient à l'esprit là par exemple. Mais c'est parce que on peut juger quelque chose, une avancée scientifique, une proposition scientifique, qu'elle passe sous le contrôle de l'éthique humaine, de la morale humaine, de tout un tas de choses comme ça, qui fait que ça évolue. C'est comme avec les médicaments. On ne met pas un médicament directement à l'essai ou à la vente libre dès qu'on l'a imaginé. Il va passer tout un tas d'étapes pour arriver à l'étape 4, je ne sais plus laquelle c'est, qui est, voilà... On a fait tous les tests pour lui permettre d'être commercialisé. Et ben ça doit être la même chose. Voilà, il y a des inventions qui sont là, l'éthique est là, elle regarde, elle réfléchit, et puis à un certain moment, on libère ou on ne libère pas la chose. Et je ne sais pas si c'est ce que Marc Andreessen veut dépasser. Est-ce que les choses doivent être faites comme ça, avec le moins d'handicap possible, pas d'état, pas de réflexion? C'est pas vivable dans ce sens, parce que la créativité humaine, elle est aussi bien généreuse que perverse. Elle peut, voilà, on peut imaginer des choses absolument perverses, et ça, on le voit, si dans la guerre, les armes chimiques
elles ont été inventées, mais heureusement que l'humanité les a maîtrisées le maximum derrière. Donc, on est à ce niveau-là. Et on a quand même, il y a des membres de ce courant qui sont quand même un peu plus réservés. Ils sont optimistes également, mais un optimisme plus mesuré en disant, évidemment, il faut quand même aussi prendre en compte les risques qui sont indiscutables, les risques de la technologie, et sans forcément appeler à bloquer les recherches sur l'intelligence artificielle, ce qui serait de toute façon impossible. Au moins, en tout cas, avoir conscience de ces risques-là, essayer de les évaluer, et donc pourquoi pas aussi avoir une réglementation qui peut venir de l'État, hein, d'accord? Donc il y a la question des risques et puis il y a la question de la vitesse à laquelle on met en place cette révolution technologique. Là aussi, cela crée des divisions au sein des libertariens de la Silicon Valley, Cyril Edoin. Je pense que ça crée des divisions. Après, ils ont quand même, d'un point de vue libertarien, il y a quand même une difficulté majeure, c'est que par principe, on est très méfiant, voire on rejette toute forme d'intervention des pouvoirs publics. Donc, quand bien même on serait inquiet par rapport au rythme de développement de l'intelligence artificielle, il n'est pas évident de savoir comment freiner ce développement-là. Et aujourd'hui, de mon point de vue, il n'y a pas de position libertarienne très claire. Donc, à l'image, par exemple, d'Elon Musk, Elon Musk faisait partie des signataires de ce fameux appel à stopper la recherche sur l'intelligence artificielle pour 6 mois. Et par ailleurs, là, on apprend récemment qu'il a investi une somme importante dans une nouvelle recherche pour faire concurrence en fait à ChatGPT. Donc voilà. En somme, et qu'en fait, ils sont et c'est ça le problème, c'est que ce sont que des humains. Donc avec les contradictions de tout être humain, il n'est pas meilleur ni moins ni pire que quelqu'un d'autre. Simplement, voilà, il est parfois avec ses incohérences. Il dit faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et donc ça peut pas fonctionner. Voilà. Et on le voit sur plein de plans. Ils sont pas fiables complètement, comme n'importe quel humain. Donc, ça peut pas fonctionner, un libertarisme absolu, la liberté totale qui serait offerte à des gens comme ça, mais à n'importe qui d'ailleurs. La liberté totale, à part il faudrait être un saint. Il n'y a que les saints absolus. Les sages, un sage, on peut lui offrir la liberté absolue. S'il atteint le dernier degré de la sagesse, il n'a plus du tout d'esprit de compétition, de velléité de richesse ou de quoi que ce soit. Mais voilà, ils sont 0,0000001% de la population humaine. Pour l'instant, on va vers ces sages, quoi qu'il arrive. On y arrivera, mais voilà. Il continue à investir dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, on voit bien une contradiction ici, et je pense que ça illustre bien la tension qu'il y a chez les libertariens par rapport à la question de l'intelligence artificielle. Voilà, on arrête là pour cette vidéo. Et effectivement, il y a toutes ces contradictions. Donc tant que l'homme est un homme tel que nous sommes, tant que le libertarisme, il est parfait pour dans 200 ans ou dans 150 ans, quand on aura maîtrisé la plus grande partie des pulsions de l'humanité, des pulsions négatives. Alors oui, là, on pourra laisser la liberté absolue à l'être humain, mais pour l'instant, c'est pas possible. Nous n'en sommes pas capables. Voilà, parce que nous n'avons pas encore soigné correctement nos pathologies, nous les avons pas assez fait régresser. Elles vont continuer à régresser jusqu'à ce que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, jusqu'à ce que l'homme ne représente plus un danger pour lui-même, pour les autres, etc. Et on voit bien à quel point l'homme a encore son esprit prédateur envers lui, envers les femmes, etc. Voilà. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre bienveillance. Et je vous dis, si vous voulez soutenir un peu cet espace, vous pouvez mettre des pouces, donc des avis, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre site, et vous pouvez laisser des commentaires et aller visiter bien sûr le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout ça de façon plus claire. À bientôt, bye bye, merci.